s'apaga el farol. Il y a la phase d'exploration et il y a la phase d'exploitation. Et que lorsque on arrive, enfin ils arrivent dans une collectivité territoriale ou chez des propriétaires, etc., ils disent on va explorer, c'est pas grave, tout va bien, etc. Et que la loi dit qu'à partir du moment où il est très facile de passer de l'exploration à l'exploitation. Et on se fait bananer. C'est quasi automatique. Voilà. Ouais. C'est quasi automatique le transfert entre le permis d'exploration et le permis d'exploitation, qui est pourtant pas la même chose. L'exploration, ça consiste juste d'aller sonder le sous-sol pour voir ce qu'il y a. L'exploration, du coup, c'est la mise en œuvre de ces techniques, et du coup la mise en œuvre industrielle de ces extractions. Et ce passage, c'est vrai, se fait quasi naturellement, quasi automatiquement. Donc une fois de plus, voilà, le débat qui devrait y avoir lieu, le débat citoyen qui devrait y avoir entre ces deux phases n'existe pas. Voilà, parce qu'on voit des écoles envoyer des futurs ingénieurs etc., vers une collectivité territoriale. Le maire dit oh oui, c'est un jeune, il va explorer, c'est pour son diplôme d'ingénieur, etc. Et puis 3 mois après, on voit arriver des camions, etc. Et l'affaire est cuite, quoi. Il faut faire attention à ça. Voilà, c'est pour ça que je voulais le préciser. Et puis, je voulais juste préciser quelque chose, c'est que tout à l'heure, il y a eu un débat sur le marché transatlantique. Voilà. Et dans l'accord Canada-UE, dont les négociations sont arrivées à terme le 5 août de cette année, et l'accord politique avait été signé l'année dernière, l'accord économique a été signé cette année le 26 septembre, c'est pas passé encore au Parlement européen, mais on voit pas pourquoi ça passerait pas. Et donc, il est dit que il suffira qu'une entreprise donc d'énergie ait une boîte à lettres au Canada pour qu'elle puisse bénéficier des tribunaux privés, vous savez, voilà, comme le fameux tribunal avec tapis, là, des tribunaux privés, c'est-à-dire que lorsqu'une collectivité dira non à l'exploration et l'exploitation, eh bien, l'entreprise pourra faire un procès, et déjà les tribunaux privés, ça existe. Et tous les procès qui ont été faits par ces compagnies-là ont tous été gagnés par les entreprises. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, c'est intéressant de voir aussi, parce qu'il y a cette question des gaz à huile de schiste, et également la question des sables bitumineux, parce qu'on parle souvent d'hydrocarbures non conventionnels, les sables bitumineux, ça en fait partie. C'est du pétrole qui est alors du coup j'y connais beaucoup moins sur cette question-là, mais qui est présent dans le sable, donc sur les couches terrestres beaucoup plus en surface, notamment dans la région de l'Alberta au Canada, voilà, et qui pose des impacts environnementaux monstrueux, également pour les populations indigènes qui vivent sur place. Et c'est intéressant de noter que donc la semaine dernière, le jour où le GIEC a sorti son rapport, enfin son résumé de rapport pour les décideurs publics, François Hollande était le même jour au Canada en train de faire l'apogée et l'apologie de l'exploitation des sables bitumineux par les entreprises françaises et d'autant plus par Total. Donc on voit que voilà, dans un an et 2 mois, la France accueille le sommet des Nations Unies sur le climat. La France se promet comme un pays moteur en termes de lutte contre le changement climatique. Au final, on voit qu'il n'y a absolument rien. Que ce soit au niveau franco-français, la loi de transition énergétique, c'est un vide absolu, tous les grands projets inutiles qui continuent de se développer un peu partout, et au niveau international, il n'y a absolument aucune volonté de changer nos comportements, soit d'impacter, enfin d'appuyer cette transition par l'ONU, etc., soit par les entreprises françaises. Comme on le disait tout à l'heure, juste pour revenir sur les gaz et huiles de schiste, si aujourd'hui les entreprises françaises et étrangères ont l'interdiction d'utiliser la fracturation hydraulique en France, parce qu'on connaît aujourd'hui les impacts et les dangers de cette technique-là, absolument rien ne les empêche d'aller utiliser cette technique à l'étranger. Il y a un énorme travail qui est fait par les associations et qui devrait être fait par les décideurs publics pour que les règles que l'on impose à nos entreprises sur notre territoire français
pour la protection de notre environnement, pour la protection de notre santé, soit applicable et soit appliquée lorsque ces entreprises vont agir à l'étranger. Or aujourd'hui, si Total ne peut pas utiliser la fracturation hydraulique en France, elle peut le faire en toute impunité, en toute tranquillité en Argentine. Donc il faut croire qu'aujourd'hui, pour nos décideurs publics, la vie d'un citoyen français, la préservation d'un espace naturel français a beaucoup moins d'importance et de valeur que la vie d'un citoyen argentin ou d'un espace naturel argentin. Donc il y a vraiment un énorme décalage qui est fait, et tout cela toujours au nom du profit et de la maximisation des profits des multinationales. Bon, alors moi je suis complètement révoltée par cette histoire depuis plusieurs années. Je ne suis pas la seule à avoir vu le film il y a déjà quelques années, justement, de Gasland. Il y a la version longue, la version raccourcie et tout. Bon, je les ai vus. Et j'espère que, oui, je pense que tout le monde a vu ça. Oui. Et en parlant du Canada, j'ai vu très récemment leur projet inclut la construction d'un gazoduc, quelque chose où est-ce que c'est le pétrole ou le gaz, je ne sais pas, sous l'Atlantique carrément, ce qui prouverait en tout cas qu'ils sont tout à fait sûrs de leur coût, hein, tout à fait. Et en fait, partout, ils sont allés à l'étranger. Bon, est-ce que je commence par les États-Unis? Aux États-Unis, d'après Gasland, on a vu, il y a eu des dégâts énormes, mais est-ce qui est absolument typique de ce système de colonialisme moderne, c'est qu'ils ne bougent pas les trous après. Mais je parle des trous, mais de tout. La dépollution, ils s'en fichent éperdument. Il y a eu des morts aux États-Unis et tout ça. Il y a des gens qui sont encore malades, qui se traînent. Bon, enfin bref. Et puis comme ça marche un petit peu moins bien chez eux, ils vont ailleurs. Alors l'Europe s'est déjà attaquée dans plusieurs pays. La France n'est pas épargnée, loin de là. Ma région, ils avaient des projets, je ne sais pas trop où ils en sont, mais bien. Alors ils laissent tout en état, ils s'en fichent, ils veulent juste le profit. Quand il n'y a plus rien, on s'en va. Et la dégradation est totale, pas seulement le paysage, c'est moche, évidemment, mais en plus, la pollution, on ne peut pas revenir dessus, on va être empoisonné puisqu'ils utilisent des produits chimiques. Il y a d'autres méthodes, on a d'autres techniques maintenant, j'ai jamais su lesquelles. Le gaz, sans le gaz. Il y a d'autres techniques, oui, mais vous inquiétez pas, il y a d'autres techniques, ça ira mieux, c'est pas, vous n'allez pas être empoisonné, mais non. Bon, d'accord. Et quand ils arrivent en France, ils viennent en douce, je sais bien qu'on a une législation qui existe encore, mais je me demande si c'est pas quelquefois possible d'acheter les gens, hein, moi je crois que les gens responsables, je veux dire. Alors voilà, on défend notre précaré, non, parce que l'installation c'est toujours des grandes sociétés étrangères, des grands trusts, des noms abracadabrants, enfin des noms vraiment pas français en tout cas. Et voilà, en plus le gaspillage de l'eau, parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'eau. Alors l'agriculture et tout le reste, ça fait rien, hein. Voilà, et puis en plus l'efficacité est douteuse puisque il n'y en a pas énormément, ce gaz, il leur revient très cher, comme vous avez dit, il leur revient très cher, déjà c'est 50-50 le rendement, bon, et puis en plus ce sera vite épuisé. Alors pourquoi faire tant de cochonneries, de saleté, alors qu'on peut essayer de favoriser l'énergie renouvelable? Moi, je pense, pour mon pays, je pense que les gouvernements, quels qu'ils soient, ils devraient essayer de développer plus l'énergie renouvelable. Ils en parlent, mais les éoliennes, il y en a un petit peu, oui, mais il pourrait peut-être y en avoir plus, enfin bref. Voilà. Est-ce que notre décision d'État, pardon, Non, vas-y. Décision d'État, disons que l'État est propriétaire du sol, c'est une bonne chose, mais je me demande dans quelle mesure l'Europe ne veut pas passer outre à ça. Je me demande, je n'en sais rien en fait. Et j'ai pas très bien compris quelque chose, j'ai mal entendu en fait. Les autorités administratives n'ont que 3 mois pour se déclarer. Et s'ils n'ont pas le temps ou bien s'ils ne déclarent pas, il n'y a plus de contrôle.
C'est-à-dire que le permis est automatique. Ils peuvent commencer les travaux. Ça, c'est dans le projet de modification. 3 mois pour agir, l'administration est voilà, en gros, un peu ce que je voulais dire, mais je suis absolument révoltée. En France, on peut tout à fait aller voir sur le site du ministère, alors ça change de nom tout le temps, alors bon, je dis l'écologie, mais ça ne veut plus rien dire, ou de l'énergie, à peu près 1/8 du territoire français est impacté par les demandes de permis. 1/8. C'est-à-dire, c'est énorme, hein. Voilà. Mais Lucien. ce que je retiendrai, c'est que si la France s'y oppose, l'Union européenne fera en sorte que la France soit obligée de s'aligner. Oui. Donc, est-ce que l'Union européenne n'est pas le seul problème auquel il faut s'atteler? Je reviens là-dessus parce qu'il me semble qu'il y a eu des réflexions, là, plutôt, il va y en avoir d'autres, hein, sur les gaz de schiste. On est tous contre, puisqu'il allait faire des machins dans la Seine, etc., des grands rassemblements. Bon, je veux dire, c'est normal, quoi, on veut préserver notre espace, etc. Après, il y a le transport routier, il y a la vente des autoroutes, j'allais dire c'est salopard, mais est-ce que j'ai le droit, j'en sais rien. Il y a toutes ces choses-là. Hein. Il y a la vente des barrages qui sont un bien commun de l'État, qui sont donnés aux multinationales et aux actionnaires. Ça, c'est un scandale aussi. Et on va nous dire que ça, c'est le changement énergétique, c'est la transition énergétique. Mais de qui on se moque, là? Donc, personnellement, j'aimerais bien, et j'en passe, hein, j'étais à le truc de la réforme territoriale, il y a le TAFTA, il y a tout ça, on est assaillis, on est cuit, on est là écrasé. Donc, je me pose une question, et je me dis, si on regardait la cause des causes, et la cause des causes, à partir du moment où on se pose la question, on a la réponse tout de suite. C'est quoi? C'est le capitalisme. À aucun moment on parle du capitalisme. Et qui dit le capitalisme dit comment le combattre. Et la réponse, je trouve que madame a eu une excellente réponse. Bien, c'est vrai que les territoires sont importants, mais le fait de diviser les territoires, est-ce que c'est pas aussi une façon, un outil du capitalisme pour imposer leurs idées? Moi je pensais, je voulais aussi comme question subsidiaire, il me semble qu'à une époque, mais je ne sais plus comment ça se passe, et donc j'aimerais avoir un renseignement là-dessus, le BRGM, Bureau de recherche géologique minière. Mon frère y a travaillé. C'était un organisme d'État. C'était quelque chose qui était sérieux. Bon, c'est vrai qu'ils exploraient les réserves minières de la France, etc. Donc c'était pas forcément toujours tendre. Hein. Je n'ai pas dit qu'il faut idéaliser le passé, pas du tout. Mais il y avait quand même des contre-pouvoirs qui étaient. Est-ce qu'ils existent encore? J'en sais rien. Je ne suis pas au courant. Hein. Ce que tu as dit là. Les grandes écoles, étant des ingénieurs, donc c'est plus le BRGM qui gère tout ça, c'est les grandes écoles. Et quand on voit les grandes écoles, l'école des mines, etc., qui est-ce qui les finance? Aujourd'hui, est-ce que la recherche publique est encore opérationnelle? Non. Vous savez, les grands pôles de recherche publique, l'INSERM, l'INRA et le CNRS sont condamnés à disparaître. Vendus à perte des profits comme on a vendu les autoroutes, il faut le savoir ça. Donc, est-ce que le seul moyen, la cause des causes, n'est-il pas dans la réappropriation des moyens de production et des richesses communes? Personnellement, je dis oui. Mais ça suppose aussi qu'on emploie un vocabulaire adéquat. Le vocabulaire adéquat, c'est je ne me trompe pas, parce que souvent je fais l'inversion. Renationaliser, c'est bien ça. Et moi, je suis pour renationaliser et imposer au capitalisme le combat de front. Parce qu'eux, ils se cachent toujours. Ils se cachent derrière la transition énergétique. Enfin, je parle de ça parce que ça m'a scandalisé, ça. Hein. À cause de la transition énergétique, on va privatiser les barrages. Mais quel rapport avec ça? C'est une vaste fumisterie. Et chaque fois, on utilise le langage, le nôtre. Hein, le nôtre. Je suis pour la lutte contre le réchauffement climatique, mais chaque fois derrière, ils utilisent notre langage, nos positionnements pour nous avoir. Voilà. Et donc, voilà, pour nous avoir, pour faire passer ce qu'ils veulent faire. Et là, j'ai peur que tout ce qui a été dit, ça va dans ce sens-là quand même. On fait une loi qui est facile à détourner, on fait le TAFTA qui, lui, va nous imposer de rembourser, etc. Mais quand on regarde ceci, on regarde pour l'école, pour la recherche, pour les transports, pour l'énergie, pour tout, c'est toujours pareil. Donc, à un moment donné, il va falloir peut-être, au-delà de tout ça, il faut être partout, c'est vrai. Mais il faut utiliser un langage commun, parce que ceci, je ne dis pas une dispersion, parce que ce serait
même malvenu d'utiliser ça. Et je ne veux pas jeter le discrédit sur quiconque, bien au contraire. On ne partage pas toutes les valeurs, toutes les façons d'agir. Mais les gens qui se battent contre le taxa, les gens qui se battent contre la privatisation de l'école publique, la privatisation de la santé, que sais-je encore, il y en a plein, ont tous le bien public en premier truc. Donc la seule chose à faire, c'est de réunir ça, quelles que soient nos différences. Et quelles que soient nos différences, ça veut dire que certains sont pro-européens. Mais pro-européens, ça ne veut rien dire. Est-ce qu'on est... Moi, je suis européen, comme tout le monde, mais je suis contre l'Union européenne, parce que c'est elle qui est cet outil extraordinairement fort et puissant qui a été mis en place par les capitalistes, et il faut le dire, pour détruire le bien commun. Voilà. Et ça, peut-être qu'il faut le dire un peu partout. Je ne sais pas si tout le monde partage cet avis, mais derrière tout ça, il y a les constructions capitalistes, il y a la lutte des classes qui sont en train de gagner et de nous imposer le nouvel esclavage qu'ils veulent mettre en place, parce qu'ils ont gagné cette bataille idéologique, parce qu'on n'ose plus employer les mots, on n'ose plus utiliser la lutte des classes, on n'ose plus utiliser le capitalisme, et c'est exactement ça qu'il y a derrière. Bon, personnellement, voilà, j'ai un peu parlé, je me suis emporté, excusez-moi, mais cette histoire-là me tient à cœur, parce que la cause des causes, c'est ça. Et la cause des causes des lacunes, c'est le capitalisme financier. Capitalisme, avec sa forme moderne, le capitalisme financier. Tout à l'heure, on était dans un atelier sur la contre-réforme territoriale, parce que, je veux dire, les capitalistes, ils travaillent sur une longue période. Hein? Nous, on réfléchit sur 15 ans, 20 ans, mais eux, ils en sont à l'échelle du demi-siècle. Et ils mettent en œuvre toutes les réformes, hein, les réformes territoriales, les réformes structurelles, l'économie. Là, par exemple, dans la contre-réforme territoriale, dans l'euro-régionalisation, je veux dire que les collectivités territoriales, et ça a déjà commencé, vont avoir moins d'argent. Le gouvernement donne de moins en moins. Pourquoi les collectivités territoriales diraient non à une compagnie pétrolière qui lui dirait, voilà, on va faire 4 puits dans ce secteur-là et on va vous donner une manne. Donc, tout est pensé. Hein. C'est ça qui est effrayant. C'est qu'ils attaquent sur tous les plans et dans le temps. Voilà. Et ils travaillent toujours sur l'ambivalence. Voilà. Hein, par exemple, le Parti socialiste, il est socialiste. Alors voilà, donc il est de gauche, donc etc. Quoi. Voilà. Bon. Donc moi j'ai passé un film dans ma zone, dans ma région. Je suis du Cher, hein, je suis à côté de Bourges. Je suis à Bourges et j'ai passé ce film à côté de Bourges, à une petite ville où il y avait pas mal de monde. C'est un film qui s'appelle No Gazavan. Oui. Qui parle des luttes. C'est pas un sujet technique, hein, il ne parle pas beaucoup de la technique, elle est effleurée bien sûr pour présenter le sujet, mais c'est surtout l'histoire des luttes contre les exploitations de gaz de schiste, alors tous ces rassemblements, ces manifestations qui ont eu lieu donc en Ardèche et dans d'autres régions, voilà. Donc c'est très intéressant, et pour animer le débat après la projection, il y avait le MPEP que je représentais, et il y avait des associations locales d'environnement. Et il y a un monsieur très pointu d'ailleurs, qui connaît beaucoup de choses sur l'environnement, qui a dit quelque chose. C'est pour ça que je vais vous soumettre cette réflexion, parce que je n'en suis pas sûre. Vous allez me dire si c'est vrai. Il me disait que les compagnies qui exploitaient aux États-Unis, au Canada, les puits d'extraction de gaz de schiste ne gagnaient plus d'argent. Ces puits n'étaient plus rentables dans la majorité des cas, sauf peut-être encore au début de l'exploitation, il y avait un certain rendement, mais très vite il y avait un épuisement de la ressource et que ces puits finalement n'étaient pas rentables. L'exploitation de ces gaz de schiste n'était pas rentable et ils gagnaient de l'argent maintenant en vendant leurs licences. Et ils cherchaient à vendre ces licences dans les pays solvables, comme l'Europe, la France par exemple, et ils sont allés surtout jusqu'après, alors en France ils n'ont pas encore trop percé, il y a eu ces mobilisations, mais en Pologne,
En Pologne. Beaucoup, et ils gagnent de l'argent en vendant la licence d'exploitation. Je voudrais savoir votre opinion là-dessus. Un peu partout dans le monde, toutes les entreprises pétrolières se sont implantées et ont commencé à dire, voilà, en France, il y a un potentiel de 60 années d'indépendance énergétique pour du gaz. Il y a l'équivalent de, je dis des chiffres que j'ai plus en tête, donc c'est... Oui, c'est ça. Il y a 3 fois la production de l'Arabie Saoudite sous vos pieds. En Pologne, vous avez 40 ans d'indépendance énergétique, ça va vous permettre de vous isoler du gaz russe, etc. Donc il y a tout un tas de chiffres qui a été annoncé comme ça, sans qu'aucune étude n'ait été faite d'ailleurs auparavant. Et juste, parce que déjà, il faut savoir que ces entreprises pétrolières, leur cotation boursière dépend bien évidemment du potentiel de réserve qu'elles annoncent et qui serait potentiellement exploitable et donc vendable. Donc voilà, donc c'est aussi pour faire marcher ce grand capitalisme qu'on dénonce bien évidemment, et pour faire fonctionner la bourse. Voilà. Après, ce qui est certain aujourd'hui, la question déjà qu'il faut se poser, c'est pourquoi on va exploiter ces ressources aujourd'hui. C'est parce que, déjà, premier élément, c'est que les réserves, les productions de gaz et de pétrole conventionnel baissent un peu partout dans le monde, et du coup, on a une telle soif de pétrole et de gaz que, quelle que soit la solution, même si elle est dangereuse environnementalement et socialement, certains sont prêts à y aller sans aucun problème. Voilà. Et ce qui est certain aujourd'hui, c'est que l'exploitation de ces gaz et huiles de schiste ça a été comparé certaines fois avec la crise des subprimes, soit avec la crise de l'immobilier, comme une énorme bulle spéculative qui serait la tendance du moment, c'était d'exploiter les gaz et huiles de schiste sur une période très courte pour développer le marché, etc. On se rend compte qu'aujourd'hui aux États-Unis, en effet, il y a énormément d'entreprises qui ont fait faillite, qui se mordent les doigts, des petites boîtes qui se sont montées un peu partout, qui se sont lancées dans ce pari-là et qui en fait comprennent que l'intérêt financier n'est pas forcément très intéressant. Et en effet, un peu partout dans le monde, notamment en Pologne, toutes les entreprises américaines qui étaient impliquées là-bas, alors déjà, commencent à revendre leurs licences à d'autres multinationales qui s'implantent et qui les revendront à leur tour. Et on en arrive à un permis. Au final, on ne vend plus des ressources, on vend des permis, comme vous le dites, et donc un titre financier. C'est une action comme une autre, en fait, avoir aujourd'hui un permis d'extraction de gaz et huile de schiste. Ce qui est certain, c'est qu'on regarde le cycle de production d'un puits de pétrole et de gaz, c'est que sur les premiers mois, peut-être la première année, il y a une production qui est extrêmement intéressante, puisque la fracturation fait son effet, on arrive à collecter pas mal d'hydrocarbures et du coup à les faire remonter et donc à les valoriser financièrement. Donc il y a une production qui est intéressante dans les premiers mois, les premières années, on va dire sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, et puis après ça, il y a un déclin très rapide de la production qui fait que ce puits doit être abandonné, et du coup c'est la course perpétuelle, c'est-à-dire que le puits est fini, on va en forer un autre un peu plus loin, celui-ci est fini et on va un peu plus loin, et on en arrive comme la situation aux États-Unis, on a 500 000 puits forés un peu partout sur le territoire, et dans le documentaire que l'on a réalisé sur l'Argentine, c'est assez impressionnant. Alors pour le coup, c'est sur des extractions conventionnelles, il y a une vue aérienne d'une région argentine qui est faite, et on voit que le territoire, on dirait une case de mots fléchés. Il y a des traits qui sont tracés un peu partout pour faire les liaisons routières, et on voit les plateformes qui sont implantées, des sommets de collines qui sont rasés pour pouvoir implanter le forage, les déniches. Voilà, les territoires sont martelés, coupés et complètement vidés de leur sens et de leur vie et de leur culture. Donc voilà, il y a un énorme problème à ce niveau-là. Donc en effet, sur la question financière, il y a des gros questionnements qui sont à l'échelle mondiale. Michel. Oui, je veux ajouter, parce que la fracturation hydraulique, il y a un brevet qui est déposé là-dessus. Et justement, ce brevet appartient à, je ne sais plus qui, une compagnie américaine, et elle vend ce brevet. Enfin, il y a des royalties sur le brevet, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne connais pas le langage des spéculateurs. Donc c'est ça, c'est vrai? Alors, je ne sais pas s'il y a en tout cas, il y a une recette, on va dire, qui a été mise en place, notamment par une entreprise qui s'appelle Halliburton, alors qui était très liée à l'époque à la famille Bush, exactement, tous les intérêts texans qui reviennent ici. Donc voilà, mais après j'ai envie de dire que presque chaque exploitant il a un peu de sa recette miracle, et c'est aussi ce qui complique le travail des organismes de contrôle environnementaux, on va dire publics, alors avec toutes les critiques qu'on peut leur formuler aussi, mais aussi le travail de toutes les associations citoyens qui essaient de voir un peu ce qui se passe sous le sous-sol, parce que comme il n'y a pas de recette officielle et officiellement déclarée, surtout, c'est très compliqué de savoir ce qu'il y a en dessous. Voilà. Et du coup, on nous promet plein de techniques, on en parlait tout à l'heure, on a parlé de fracturation électrique, de fracturation pneumatique, de fracturation au gaz, donc on va extraire du gaz en injectant du gaz dans le sous-sol, on arrive à marcher sur la tête. Et voilà, mais en tout cas,
ce qui est certain, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enjeu il n'est même pas là, c'est même pas une question de technique, c'est une question de choix de société, et la question climatique prévaut sur toutes ces techniques. On condamne bien évidemment ces techniques, puisque l'on condamne au-delà de ça, c'est la course à l'énergie fossile, et cette boulimie énergétique qui est la nôtre depuis quelques siècles, et qui ne semble pas se rassasier. Merci. Alors, voilà. Encore revenir sur ce qui a été dit, parce que il a pas mal étalé sur le data et ce qui va avec. Je crois d'abord qu'il y a une idée importante à retenir, c'est que, comme toutes les énergies fossiles, elle est finie. Donc quoi qu'on en fasse, de toute façon, un jour ou l'autre, ça ne sera pas une solution. Donc il va falloir arrêter de penser à ces énergies-là et se tourner vers d'autres choses. Et d'où l'idée que Lucien a rapportée, il y avait de l'appropriation par la nation du système énergétique. Il y avait un mec qui s'appelle Gilles Balbas, qui avait sorti un film dans les années 2000, je ne sais pas si vous l'avez vu, Oui. qui était EDF, chronique d'un désastre annoncé. Et aujourd'hui, on est dedans. Personne ne le sait, mais on est dedans. Je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai rien contre les éoliennes, c'est très joli. Ça pourrait être très bien. Mais de la manière que c'est fait, c'est de la merde. Pourquoi? Parce que le système, si on veut assurer une continuité, un réseau électrique, c'est très compliqué à gérer. C'est-à-dire que s'il y a trop de production, s'il n'y a pas assez de production, le réseau tombe. Mais s'il y a trop de production, le réseau tombe également. Il faut y arriver. C'est un équilibre qui est très subtil à obtenir. Et donc, on s'est aperçu qu'avec je travaille dedans tous les jours, et je vous garantis que c'est un catabala, parce qu'on passe le temps à délester le réseau pour des manques de charge, des excès de charge, et c'est très compliqué. Et j'ai posé la question l'autre fois au gars qui conduit le réseau, parce qu'on travaille avec un dispatching, et je lui ai dit, écoute, tu me demandes d'ouvrir parce qu'on manque de courant, alors qu'il y a les éoliennes qui tournent plein pot. Je lui ai dit, pourquoi tu les prends? Il me dit, je ne peux pas compter dessus. Parce que quand le vent va s'arrêter, il va pas me prévenir. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui en France, quand on installe un parc d'éolien de 10 gigawattheures, on est obligé d'installer la même puissance en gaz. Ça, on ne dit à personne, mais EDF se doit automatiquement d'installer l'équivalent puissance gaz pour garantir la sécurité du réseau en cas d'arrêt. C'est comme ça que ça fonctionne. Autre chose, on sait très bien que si on ne rachetait pas le courant avec l'éolien à plus de 2 fois du prix du marché, il n'y aurait aucune éolienne de plantée. Les multinationales qui s'investissent là-dedans le font parce que c'est juste. Et ce qu'on n'explique pas aux gens, c'est que l'augmentation du kilowattheure qui est en train de se produire aujourd'hui, c'est en partie parce qu'on est en train d'engraisser les multinationales avec ce prix du kilowattheure qui est faramineux. Et ça, tout le monde se laisse dedans. Il n'y a pas de souci là. Il faudra bien venir un jour sur tout ce côté, ce que rappelait Gilles sur Lucien, sur la transition énergétique. On est en train de nous enfumer avec ça, c'est n'importe quoi. J'espère que pour ça, c'est un souhait que j'ai. On est en train de travailler avec des copains. Je suis à Sud Énergie. On est en train de travailler sur un projet qui avait commencé Négawatt, je ne sais pas si vous connaissez un peu. Et l'idée, parce que c'est compliqué pour les copains qui bossent dans le nucléaire de dire faut sortir du nucléaire. Je vous garantis qu'on a des copains chez nous à Sud qui sont pour la sortie du nucléaire et ils se font ramasser quand même pas mal. C'est leur boulot quand même. Mais l'idée est partie du fait qu'une centrale nucléaire, c'est 5% de nucléaire et le reste, c'est simplement une centrale électrique. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est une bouillotte dans laquelle on fait chauffer de l'eau. Et puis après, il y a toute une installation électrique de dispatching qui fait que il suffit juste d'enlever le cœur nucléaire et de mettre une bouillotte à n'importe quoi et ça fonctionne pareil. Et moi, le copain me dit, tu mets une bouillotte à gaz et ça marche pareil. Et l'idée de départ, alors on est en train de faire des calculs, c'est pas simple, parce que ça nécessite plein de choses à vérifier, mais il y a pas mal de recherches de fait. On sait que la connexion de tout ce qui est, du fait que le réseau électrique est très, très instable, la connexion des énergies renouvelables comme le soleil et le vent, je suis désolé, les cellules solaires c'est le même problème, elles produisent dans la journée vous n'avez pas besoin de lumière. Ça paraît con, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc on a besoin de courant à l'heure où, quand il fait très froid, quand on rentre dans les périodes très froides, c'est anticyclonique, il n'y a pas de vent. Donc les éoliennes ne sont pas là. Je vous rappelle qu'il y a ces 5 ou 6 ans, on a planté un tiers de la France à cause de ça. En partie à cause de ça. Ouais. C'est un peu plus compliqué, je pourrais expliquer à certains s'il y en a qui s'intéressent, mais c'était une des raisons.
Et l'idée, c'est de déconnecter ce système de les marais, les barrages, mais déconnecter, quoi que les barrages, on peut les garder sur le réseau parce qu'ils sont stables. Mais déconnecter cette énergie, tout à fait, et c'est renouvelable à 100%. Mais déconnecter ce système du réseau et l'utiliser pour produire de l'hydrogène. Puisque, avec la production d'électricité, on peut produire de l'hydrogène. La deuxième idée, c'est que l'hydrogène est très instable et très compliqué à stocker. C'est dangereux. Ça pète. Oui, mais enfin, l'essence aussi, hein. Ça pète. Tu sais, si tu mets le feu à ton million d'essence, tu vas se passer quelque chose. Avec des éponges Non, il y a mieux que ça. Continue. Il y a mieux que ça, on sait également aujourd'hui, chimiquement, capter le CO2 dans l'atmosphère. Ouais. Et si on injecte le CO2 dans l'hydrogène, on fait quoi? Du CH4. C'est du gaz naturel. Et le gaz naturel, on sait le stocker. On a les réservoirs souterrains, on a ce qu'il faut. Et on peut faire fonctionner les centrales demain avec du gaz naturel. Ça paraît tout con, mais c'est une boucle qui est bouclée. Et on ne produit plus de CO2, puisque le CO2 qu'on va produire, on l'a consommé. Donc, c'est pollution zéro. C'est du recyclage à 100% et c'est de l'énergie renouvelable à 100%. C'est merveilleux. Ça nécessite, on est en train d'essayer de faire les calculs de ça, parce que ça ne passera pas sans une remise en cause complète de notre système de consommation de conséquences. Aujourd'hui, on consomme 10 fois trop de ce qu'on devrait consommer. On sait aujourd'hui faire des logements positifs, on sait faire plein de choses, mais d'où toujours cette idée de revenir au point de départ, de l'appropriation par une nation de ce système énergétique. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple tout bête. À l'époque d'EDF, entreprise nationale, il y avait ce qui s'appelait le tarif EJP, effacement jour de pointe. C'est-à-dire que quand, ou leur creuse, ce que vous appelez comme leur creuse, quand EDF a besoin de courant, il avait un système de délestage, leur creuse, on délestait les chauffe-eau, et voilà, et à partir de là, on récupérait, c'est ce qui coûte cher en électricité, c'est l'heure de pointe. Aujourd'hui, depuis que c'est privatisé, en partie, l'effacement jour de pointe a été supprimé, les aires creuses sont gérées n'importe comment, et en plus, on a fait un système d'achat, d'intéressement à l'achat, c'est-à-dire que ce qui a remplacé l'effacement jour de pointe, c'est le tempo, et en gros, ça sert aux gens qui ont des grosses baraques avec des grosses piscines, de chauffer leur piscine gratos, voilà, ou à très peu de prix. Mais à aucun moment on s'occupe de l'état du réseau dans ce système-là. Donc on a complètement enlevé notre chapeau là-dessus, et on a complètement occulté cette idée de gestion du réseau. Donc, il va falloir reprendre, mais ça passera automatiquement, comme disait Richard, par une réappropriation nationale et apprendre à travailler ensemble. C'est tout ça, c'est comme ça que ça se passe. Mais impératif. Juste dire quelque chose, tout à l'heure tu parlais de mégawatts. Alors les mégawatts, ils disent l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on n'utilise pas. Alors aujourd'hui, il y a deux pôles, c'est les transports et le chauffage. Donc il me semble que sur ces deux points, on peut agir. Autre chose sur le chauffage, ce que personne ne sait, chaque centrale nucléaire pourrait chauffer une ville de 50 000 habitants gratuitement. Au lieu de ça, on envoie un fumée. Parce qu'on n'a jamais voulu tirer un tuyau qui récupère la chaleur perdue des centrales. C'est tout con. C'est ça. Mais on en est là aujourd'hui. Et c'est quand même pas rien. Alors, oui, donc, suite à tout ce qui vient à être dit, qu'est-ce qu'on va faire? Donc tu parlais de 300 collectifs en France qui luttaient contre le gaz de schiste. Est-ce qu'il existe un collectif national, hein? Et au niveau du MPEP, je pense qu'on a un sacré message à porter au niveau du collectif national et de toutes ces associations citoyennes, hein, pour leur ouvrir les yeux et aborder la globalité du problème. Ouais. Alors, en fait, dès la naissance de ces collectifs un peu partout en France, l'intérêt, enfin l'obligation est très vite apparue de créer des liens entre ces collectifs, tout simplement déjà pour faire du partage d'expérience, et puis après pour monter des stratégies communes, porter du plaidoyer et arriver à peser, pas en tant que petit collectif de la Drôme, de l'Ardèche ou de la Gironde, mais en tant qu'une entité nationale. Alors c'est quelque chose qui est complètement informel, hein, c'est pas une forme associative, et du coup il y a une coordination française qui s'est créée, qui se réunissait à l'époque tous les mois, on se faisait des réunions un peu partout en France, voilà, pour réfléchir tous ensemble à ces questions-là. Donc là, elle continue de se réunir, cette coordination, avec un peu moins de poids qu'à l'époque, parce que les enjeux
sont toujours là, mais en tout cas, il y a cette loi qui est arrivée, et c'est vrai que ça a découragé quelques personnes, ça en a rassuré quelques-uns, découragé certains, mais ça continue d'exister, et surtout ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a vraiment des liens qui se créent entre ceux qui militent, qui luttent contre ces projets en France, et les autres. Il y a des très nombreux échanges qui se font avec les Polonais, avec ceux qui sont en Afrique du Nord, pardon, notamment dans le Maghreb, en Tunisie, Algérie, il y a des vrais liens qui se créent au Forum social mondial qui a eu lieu à Tunis l'année dernière et qui aura lieu de nouveau à Tunis cette année. À chaque fois, il y a des ateliers qui ont lieu sur la question des gaz de schiste. Donc voilà, on essaie vraiment de faire du partage d'expérience et de montrer que c'est une lutte globale et pas juste une... Comment et donc vous avez un site internet? Il y a une site internet, alors j'ai pas l'adresse ici, mais ça s'appelle... on peut l'envoyer à tout le monde. Oui, moi Benoît Martin du NFEP 95. Moi je pense que l'énergie c'est vraiment une question entre son extraction, son transport et sa consommation. Vraiment une question qui doit conduire à la fois à la démondialisation et puis également à une prise en compte mais internationaliste, vraiment de solidarité entre les peuples sur ces questions-là. Voir toutes ces guerres qui sont faites quand même au nom de l'énergie, de manière cachée souvent, mais quand même on voit bien quand même les guerres du Golfe, les guerres autour également de la mer Caspienne. Bien avoir en tête que la partie orientale de l'Ukraine est à moins de 2000 km de la mer Caspienne quand même. Par hasard. Et donc la Russie avait mis en place ces dernières années un certain nombre d'accords de coopération avec les pays Turkménistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, enfin autour de la mer Caspienne. Et donc c'est ça également qui déplaît aux États-Unis, qu'il y a des bases militaires dans la plupart de ces pays. Il y a des choses terribles. Du côté de Kobané, dont on parle beaucoup en ce moment encore, il y a pas mal de projets de gazoducs et d'oléoducs dans cette région du monde. Voilà. Et sans parler des guerres de Libye, du Mali, etc., qui ont eu lieu et qui ont une forte odeur d'uranium ou d'hydrocarbures, selon les cas. Donc internationalisme et démondialisation, parce qu'internationalisme, on est tous concernés. Le gaz de schiste, il y a un potentiel très important, semble-t-il, en Algérie, enfin c'est pas semble-t-il, GDF Suez est sur les rangs pour aller polluer l'Algérie, pour ensuite nous envoyer à nous, consommateurs, via des gazoducs qui existent déjà, donc c'est simple à faire. Voilà. Donc solidarité internationale avec l'Algérie, avec tous les peuples qui seraient concernés par peut-être avant nous en termes de pollution, etc. Je pense que c'est important. Et puis donc favoriser des modes de production proches des lieux de consommation. Là aussi, la leçon de circuit court a tout son sens. Et donc voilà. Moi j'insiste beaucoup à être démondialisateur sur ces questions-là, d'être plus proche de systèmes d'autonomie qui passent également par des économies d'énergie dans la consommation, et puis de l'interconnexion certes entre pays, effectivement, mais enfin quel coût politique, quel coût économique et social, et puis l'action de la paix. Les guerres de l'énergie, c'est quand même une réalité, donc je pense que c'est une partie de notre réflexion globale aussi sur ce sujet. En plus, le rôle de la France là-dedans, que ce soit dans l'extraction pétrolière ou l'extraction d'uranium au Niger, etc., et les impacts que ça a via les entreprises qui sont françaises et dont l'État français est actionnaire, Areva, etc. Mais du coup, c'est intéressant de voir qu'il y a ce trust, cette gangrène qui est faite de la décision publique, politique par les lobbies industriels. C'est vraiment intéressant, on le voit vraiment sur la question du climat. Donc tous les ans, il y a la COP qui s'organise, donc la conférence des parties, c'est le grand sommet des Nations Unies sur le changement climatique. La dernière dont on a beaucoup entendu parler, c'était à Copenhague en 2009, on avait mis beaucoup d'espoir derrière ça. Ça a été une énorme coquille vide et une grande déception. Donc depuis, bien évidemment, tous les ans, il y a des COP qui se sont organisées. L'année dernière, ça sera au Pérou d'ailleurs, à Lima, dans 4 semaines, enfin au début du mois de décembre. L'année dernière, c'était à Varsovie, et c'est intéressant de voir que il y avait donc ce sommet qui était censé être le sommet de la lutte contre le changement climatique. Et en fait, quand on sortait de là, le bâtiment en face, en gros, il y avait un immense sommet de promotion du charbon,
qui était organisée par les industriels et du coup des va-et-vient des décideurs publics qui se faisaient entre les deux. Ce qui a du coup conclu, ce qui a amené le fait que toutes les assos ONG internationales, environnementales, Solidarité internationale, ont claqué la porte et ont dit nous on ne participe pas à ça, c'en est trop. Et c'est intéressant de voir que du coup la France donc accueillera ce sommet l'année prochaine à Paris. Alors nous, notre matière forte, c'est pas le charbon, c'est le nucléaire. Et il faut noter qu'il y a 2 semaines à Paris était organisé le World Nuclear Exhibition, donc le grand sommet mondial du nucléaire et de promotion du nucléaire, sur le site du Bourget, qui est le site qui accueillera justement cette COP21 et qui accueillera tous les décideurs publics pour parler de la question du changement climatique. Donc on voit que déjà, il y a un énorme travail qui est fait par tous les industriels pour essayer de nous faire avaler des fausses solutions, enfin des choses qu'eux présentent comme solutions, mais qui sont des fausses solutions, le nucléaire, les gaz et huiles de schiste, les agrocarburants, etc. Et c'est intéressant, ce qu'il faut vraiment toujours garder en perspective, c'est que la question de la responsabilité en matière de changement climatique, c'est avant tout une responsabilité qui est la nôtre en tant qu'occidentaux, européens, habitants des pays du Nord. Et il faut toujours garder cette idée-là en tête parce que on entend nos décideurs publics faire des grands procès d'intention à la Chine, à l'Inde, à d'autres pays, en disant mais pourquoi nous on va bouger, eux ils s'apprêtent à en faire encore pire que nous. Il faut juste noter qu'aujourd'hui le changement climatique qui est là, les 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, voire 5 degrés qui vont arriver d'ici la fin du siècle, c'est en immense partie dû à ce que nous on a fait depuis 200 ans, 250 ans, et notamment depuis sur les 30 dernières années. C'est avant tout nos modes de vie occidentaux, riches, qui ont causé ces impacts-là. Donc il y a vraiment toute une réflexion à avoir, parce que voilà, on ne peut pas donner des leçons à ces pays-là, et il faudrait plutôt leur proposer des solutions et d'autres manières de faire et construire ces solutions avec eux surtout, ne pas leur imposer, et surtout aussi questionner, nous en tant que citoyens, nos modes de consommation, parce qu'au final, on nous dit que la France et l'Europe diminuent leurs émissions de gaz à effet de serre, on a des objectifs de moins 20% d'ici 2020. Au final, c'est totalement faux, parce que si on regarde la réalité de ces émissions de gaz à effet de serre, c'est juste que depuis 20 ans, 30 ans, on a une délocalisation de toute notre industrie dans ces pays-là, et qu'au final, les biens de consommation que l'on achète aujourd'hui, que l'on consomme, nos téléphones portables, voilà, tout ça c'est produit à l'étranger, donc on leur impute des émissions de gaz à effet de serre qui sont en fait dues à nos modes de consommation, à nous. Donc voilà, toute la dynamique... Ça pollue le temps. Pardon? Chez nous, ça vient en camion, ça pollue le temps. Ouais, non, mais quand on voit, voilà, on a tout un débat sur les questions des high-tech, tout est produit à l'étranger, c'est sûr que ça n'entre pas dans notre bilan carbone, mais par contre, ils sont là, nos téléphones, etc. Et à côté de ça, il faut voir que pourtant, il y a quand même des solutions qui sont proposées. Alors, bien évidemment, on pourrait débattre sur la question de la nationalisation, mais il y a aussi des projets qui sont portés par des citoyens, des collectifs citoyens, pour remettre l'énergie à une échelle locale, et pour pas justement que ces grandes décisions énergétiques qui sont impactantes et qui impactent sur nos choix de société soient décidées par quelques personnes réunies dans leur bureau ministériel à Paris ou dans leur bureau à la Défense et qui dictent la politique énergétique de la France. Il y a des projets qui sont menés par des associations localement pour remettre à une échelle locale les moyens de production, arriver sur des énergies durables, bien évidemment énergies renouvelables. Voilà, il y a des associations comme Énergie Partagée qui promeuvent ces projets-là, qui sont portés par des collectifs citoyens qui décident de s'organiser à l'échelle de leur territoire pour répondre à leurs besoins énergétiques. Je dis bien besoin et non pas envie, parce que voilà, il faut aussi questionner nos besoins et nos envies. Est-ce que la certitude, c'est qu'on a besoin de consommer moins d'énergie, et je pense qu'on ne serait pas plus malheureux en consommant moins d'énergie. Il faut consommer d'une meilleure manière, différemment, et peut-être aussi revoir nos priorités en termes de déplacement, en termes de loisirs, etc. Mais le fameux mot de la décroissance, ça ne doit pas être vu comme une épée de Damoclès dangereuse, mais plutôt comme une manière de vivre une société plus solidairement et plus chaleureusement, et à une échelle locale. Je ne suis pas sûre qu'on doive opposer le local et le national. Je pense que c'est complémentaire. Tout à fait. Voilà, ce que mais disait il faut que les volontés, les desiderata des citoyens à une échelle locale soient réellement prises en compte par le niveau national, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui depuis 30 ans, et surtout parce qu'il y a aussi un pouvoir de communication et de désinformation qui est monstrueux sur la question du nucléaire. Pour aujourd'hui commencer à parler de sortie du nucléaire et de transition, il faut passer après 40 ans d'information très largement de lavage de cerveau de la population française, où on nous dit que le nucléaire est la seule solution et c'est le fleuron de l'économie française. Donc on doit être fier d'avoir des entreprises comme Total et comme Areva.
Il y a un vrai travail d'information à faire auprès du grand public pour que les gens comprennent aussi ce qu'il y a derrière ces exploitations et que le nucléaire, au final, quand on appuie sur notre prise pour allumer notre lumière, il y a quelque chose derrière, il y a des enjeux, des pollutions, des choses comme ça. Et l'idée, c'est absolument pas de pointer du doigt les salariés nucléaires, les salariés Total, etc. C'est des gens, la plupart du temps, qui bossent, qui essaient de vivre, de survivre, etc. L'idée, c'est au contraire d'accompagner cette transition, et il y a tout un travail qui doit être fait sur le réaménagement, la réutilisation de ces moyens de production qui existent en France pour essayer d'arriver à des productions d'énergie ou des productions industrielles, quelles qu'elles soient, moins impactantes pour le climat et pour l'environnement. Donc voilà, c'est pas du tout une condamnation. Non, mais de toute façon, il faut sortir de ça, mais avant de démonter les centrales, il faut arrêter de consommer. Oui, les Allemands ont fait l'inverse. Ils ont arrêté leurs centrales nucléaires, et c'est pas qu'on leur vend du courant. C'est pour ça que le mégawatt, c'est avant tout sobriété, ensuite efficacité énergétique, et ensuite énergie renouvelable. Et le maître mot, c'est sobriété, c'est comment repenser, questionner nos besoins pour essayer de consommer moins. Et à partir de là, comme on le disait, l'énergie la moins chère, c'est celle que l'on ne consomme pas, c'est sûr. Que l'on ne produit pas. Consommer moins, mais on te pousse et on te force à consommer. T'achètes un jean, au bout de 2 mois, tu es obligé de le jeter parce qu'il est crevé, donc tu es obligé d'en racheter un. Un jean, c'est de l'énergie pour le fabriquer, et comme ça pour tout. Et tu as beau vouloir acheter un jean qui dure 5 ans, et ben tu n'en trouves pas. Donc tu fais comment face à ça? On te pousse à consommer, même si tu veux consommer autrement, c'est extrêmement difficile. Alors tu vas fabriquer toi ta toile de jean, et non, il y a des solutions à trouver que je n'ai pas. Il y a tout un travail qui est fait par pas mal d'associations, notamment qui travaillent sur la question des déchets, et du coup avec les liens avec les assos qui bossent sur la question de l'énergie, sur la question de l'obsolescence programmée. Alors du coup, l'obsolescence programmée d'un jean, je ne sais pas si ça existe, mais dans la question du high-tech, c'est une question qui se pose énormément. Et du coup, nous, au niveau des agitateurs, c'est vrai qu'on travaille depuis quelques temps sur ça, parce que lutter contre cette obsolescence programmée, c'est réfléchir à nos besoins, nos consommations en matière d'énergie, et c'est aussi réfléchir à cette circularité de l'économie et à la production de déchets qui, in fine, sont impactantes parce que c'est tant de ressources préservées, tant de ressources utilisées et tant de déchets produits in fine. Et du coup, il y a tout un travail qui est fait. Alors nous, c'est principalement sur la question du high-tech, et on essaie de porter des propositions au niveau législatif pour que les choses avancent. C'est très compliqué parce que bien évidemment il y a des lobbies qui sont monstrueusement puissants derrière. Il y avait le projet de loi qui était porté par Benoît Hamon à l'époque où il était en ministre de je ne sais plus trop quoi d'ailleurs, mais qui était le projet de loi sur la consommation. On avait essayé de faire passer plein de choses là-dedans, avec pourquoi pas l'idée de poser un délit d'obsolescence programmée pour les industriels. Voilà, donc c'est des choses qui avancent. Les autres propositions qu'on essaie de porter, c'est d'essayer d'obliger les industriels à élargir la durée de garantie d'un produit qui est aujourd'hui souvent d'1 an, voire 2 ans, de l'étendre à 10 ans, pour que voilà, on sache que notre télévision qu'on achète est garantie pendant 10 ans, ce qui du coup oblige derrière à avoir toutes les pièces de rechange pour pouvoir réparer, et aussi d'encourager les filières de réparation de ces produits. Aujourd'hui, une des difficultés, c'est que aujourd'hui, quand notre téléphone, quand notre téléviseur, quand notre ordinateur s'arrête, on voit ça comme une finalité, parce que le produit n'est plus sous garantie, donc ça coûterait plus cher de le faire réparer que d'en acheter un nouveau, parce que les fabricants nous disent que les pièces détachées, les pièces de rechange n'existent pas, et parce qu'il n'y a aucune filière tout simplement qui existe pour réparer ces produits-là. Nous, c'est justement ça que l'on veut essayer de pallier, c'est obliger à étendre cette garantie, obliger les industriels à mettre à disposition ces pièces de rechange, et aussi développer sur les territoires des réparateurs qui puissent réparer des ordinateurs, parce que ça peut se faire assez simplement à partir du moment où les choses ne sont pas bridées avec des batteries impossibles à enlever, etc. Mais on trouve le problème aussi de la fabrication dans les pays à bas coût. Oui. Quand tu fabriques un téléphone pour 15 €, l'heure de réparation chez nous c'est 50 €, c'est bon. Oui, mais ils ont inventé ce système capitaliste, il fait feu de tout bois. Il a inventé aussi un autre système. Je ne sais pas si vous avez remarqué, aujourd'hui, vous achetez une machine à laver, un téléviseur, n'importe quoi, et on vous dit, voilà, si vous achetez une garantie supplémentaire, au bout de 3 ans, ça tombe en panne, on vous le change. Donc, je veux dire, ça c'est le système capitaliste, quoi. Consommation, mais en même temps, les assurances, donc ils ramassent. D'assurance sur les assurances. C'est ça, voilà. Absolument.
Michel, tu voulais dire quelque chose? Effectivement, ce serait bien qu'il y ait des petites unités de production d'électricité comme ça, pour éviter le transport sur des milliers, enfin des centaines ou milliers de kilomètres, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une perte d'énergie en ligne, et elle est énorme cette perte d'énergie en ligne. Ça, je crois qu'on l'oublie trop. Alors donc, produisons localement l'énergie dont nous avons besoin. Et puis je voulais ajouter un petit truc personnel. J'ai vécu pendant plus de 10 ans sans électricité, non pas en France évidemment, et bien je me suis levée tous les jours à 5 heures du matin avec le soleil, je me suis couchée le soir très tôt avec le soleil, on ne consommait pas d'électricité, on n'en avait pas, hein, sans électricité. Donc ce qui nous gênait le plus, c'était pour boire un peu frais. On n'avait pas de frigo et on n'avait pas de glaçons pour mettre dans le whisky. C'était un peu gênant ça. Mais moi j'ai lavé le linge à la main, etc. Et j'ai vécu très bien sans électricité. C'est possible, il faut tout revoir évidemment. Hein. C'est pas possible aujourd'hui, maintenant, ici, voilà. Mais enfin, c'était une petite anecdote. Il peut y avoir des constructions de bâtiments à zéro énergie, voire à énergie positive, donc c'est possible. Mais moi, dans les années 70, je le sais, j'en ai la preuve, je veux dire, les bâtiments qui se montaient avec des cloisons minimum, on mettait du chauffage électrique, c'était orienté plein nord, avec des accords avec EDF, des accords secrets EDF. Donc ce qu'il fallait, c'était faire marcher la turbine, si j'ose dire. Hein. Alors que aujourd'hui, donc ce qu'il faut, c'est toute une révolution, quoi. Je veux dire, dans les écoles d'architecture, les constructeurs, etc. C'est toute une politique nationale, internationale, qui touche tous les domaines, quoi. Les mentalités aussi. Voilà. Alors, moi, pour revenir au gaz de schiste, là, dans mon secteur, comme plein d'entre vous, on a fait des réunions, on a montré Gazland, on a montré, etc. Et dans le quart sud-est, il y avait quand même de vrais dangers. Et donc, la première fois que j'ai fait une réunion sur les gaz de schiste, c'est mon fils qui m'a dit, tu sais, tu devrais inviter les sociétés de chasse. Parce que moi, je ne suis pas trop chasseur, je suis un peu en... Voilà. Et parce que, alors, je les ai invitées, elles sont venues, et c'est vrai que le jour où les camions arrivent, si les sociétés de chasseurs, on les met devant, les camions peut-être seront ralentis. Parce qu'on en est là aujourd'hui. Je veux dire qu'on voit bien avec le barrage, je veux dire que le camarade qui est décédé, hein, il y avait un autre camarade il y a quelque temps, enfin il y a plusieurs décennies qui étaient décédés à Crémalville, etc. Enfin, je veux dire que à chaque fois qu'on se heurte, que la société de citoyens s'oppose donc au capitalisme et au niveau de l'énergie, je veux dire, c'est violent. C'est violent. Donc il faut s'y préparer, quoi. Alors voilà, c'est un petit détail. Ce que je voulais vous dire, c'est que, parce que tout à l'heure je ne vais pas y penser, on a quand même un petit tract qui a un an ou deux, mais qui est extrêmement bien fait, hein, et qui s'appelle « La transition écologique énergétique aussi est incompatible avec le libre-échange et le productivisme ». Et je veux dire que ça, on en a, vous pouvez en prendre plusieurs, le distribuer, voilà, etc. Parce que c'est vraiment, c'est la base, quoi. Hein, voilà. Bien. Je sais pas quelle heure il est. Il est 1h moins 15. Bon, ben voilà.